Steve Ames était en train de transgresser un des 5 commandements, le dernier sur la liste en fait. Les 5 commandements lui avaient été donnés un mois plus tôt, non pas par Dieu, mais par Bill Harris. Il se trouvait dans le bureau de Jack Appleton, l'éditeur de Johnny Marinville depuis 10 ans, présent pour la transmission des commandements, mais qui n'intervint pas dans cette partie de la conversation, sauf tout à la fin. Il s'était contenté de rester assis à son bureau, confortablement carré dans son fauteuil, ses doigts impeccablement manucurés, bien écartés sur le revers de son veston. Le grand homme lui-même était parti 15 minutes plus tôt, le front haut, ses longs cheveux gris flottant derrière lui, en disant qu'il avait rendez-vous avec quelqu'un dans une galerie de Soho. Tous ces commandements sont des interdits, et je ne crois pas que vous ayez le moindre mal à vous en souvenir, avait dit Harris. C'était un petit homme tout rond, et il n'était sans doute pas bien méchant, mais tout ce qu'il proférait sonnait comme un décret de roi déchu. Est-ce que vous m'écoutez? Je vous écoute, avait assuré Steve. Premièrement, vous ne devez pas boire avec lui, avait dit Harris. Il est sobre depuis un moment, 5 ans, à l'en croire, mais il ne se rend plus aux réunions des alcooliques anonymes, et c'est mauvais signe. Il faut savoir aussi que chez Johnny, la sobriété a toujours été relative, même avec les AA. Il n'aime pas boire seul, alors s'il vous demande de vous joindre à lui pour quelques verres, après une dure journée sur sa vieille Harley, vous dites non. S'il se montre autoritaire, s'il vous dit que cela fait partie de votre boulot, vous dites encore non. Pas de problème, avait assuré Steve. Deuxièmement, reprit Harris, vous ne devez pas lui fournir de drogue, pas le moindre joint. Et troisièmement, vous ne devez pas lui fournir de femmes, et il risque fort de vous le demander, surtout si une jolie poulette se pointe à une des réceptions que j'organise pour lui en chemin. Comme pour l'agnole et la drogue, s'il s'en procure seul, c'est une chose, mais ne l'aidez pas. Steve avait failli rétorquer à Harris qu'il n'était pas un maquereau, qu'il devait le confondre avec son propre père, mais il se dit que ce serait un peu imprudent, et opta pour le silence. Quatrièmement, vous ne le couvrirez pas. S'il commence à boire ou à se droguer, en particulier si vous avez des raisons de penser qu'il a repiqué à la cocaïne, prévenez-moi immédiatement. Compris? Immédiatement. Compris, avait répondu Steve. Il avait compris, mais cela ne signifiait pas nécessairement qu'il obéirait. Il avait décidé qu'il voulait faire cette virée en dépit des problèmes qu'elle présentait, en partie à cause des problèmes qu'elle présentait. La vie sans problème n'était guère passionnante, mais cela ne signifiait pas qu'il fût prêt à vendre son âme pour ça. Surtout pas à un gros type en costard, parlant avec la voix d'un gosse monté en graines, qui a passé l'essentiel de sa vie d'adulte à essayer de se venger des humiliations réelles ou imaginaires subies en cours de récréation. John Marinville, lui aussi, était un con, mais Steve ne lui en voulait pas. Harris, en revanche, c'était une autre histoire. Appleton s'était alors penché en avant, apportant son unique contribution à la discussion, avant que l'agent de Marinville en arrive au dernier commandement. « Quelle impression vous a fait Johnny » demandait-il à Steve. « Il a 56 ans, vous savez, et il a imposé une longue route à son équipement d'origine, surtout dans les années 80. Il s'est retrouvé aux urgences à 3 occasions, 2 fois dans le Connecticut et une fois ici. Les 2 premières fois, à cause de la drogue. Je ne vous raconte pas d'histoire, tout cela a été développé en long et en large dans la presse. On a raconté que la dernière fois était peut-être une tentative de suicide, mais ça c'est un bobard. Et je vous demanderai de le garder pour vous. » Steve avait hoché la tête. « Alors, qu'en pensez-vous » redemanda Appleton. « Peut-il vraiment conduire une moto de près d'une demi-tonne à travers tout le pays, du Connecticut jusqu'en Californie, tout en faisant une vingtaine de conférences en chemin, sans parler des réceptions qui suivront? Je voudrais savoir ce que vous en pensez, monsieur Ames, parce que moi, franchement, j'ai des doutes. » Steve avait cru que Harris allait intervenir pour vanter la force légendaire et les couilles d'acier de son client. Il connaissait les ronds de cuir, il connaissait les agents, et Harris était les deux. Mais Harris resta silencieux, se contentant de le regarder. Peut-être n'était-il pas si stupide, finalement, se dit Steve. Peut-être même se faisait-il du souci pour ce client un peu particulier. « Vous le connaissez bien mieux que moi, » avait répondu Steve. « Je l'ai rencontré pour la première fois, il y a 2 semaines seulement, et je n'ai jamais lu le moindre de ses livres. » Le visage d'Harris montra que cette dernière remarque ne le surprenait pas du tout. « C'est justement pour ça que je vous pose la question, » répondit Appleton. « Nous le connaissons depuis longtemps. Moi depuis 1985, quand il fréquentait le gratin, et Bill depuis 1965. Il est le Jerry Garcia du monde littéraire. »« Oh, c'est injuste, » protesta Harris.
Des yeux neufs voient plus clair, disait ma grand-mère, expliqua Appleton après un haussement d'épaules. Alors, dites-moi, monsieur Hems, pensez-vous qu'il puisse le faire? Steve avait compris que la question était sérieuse, peut-être même vitale, et il y avait réfléchi pendant presque une minute. Les deux hommes attendirent patiemment. Eh bien, dit-il enfin, je ne sais pas s'il peut se contenter du fromage et ne pas boire aux réceptions, mais pour ce qui est de traverser le pays sur sa moto, oui, probablement. Il semble assez costaud, davantage que Jerry Garcia à la fin, je peux vous l'assurer. J'ai travaillé avec pas mal de rockers, 2 fois moins vieux que lui, qui ne sont pas en si bon état. Appleton avait pris un air dubitatif. Mais surtout, avait continué Steve, c'est l'expression de son visage. Il veut le faire. Il veut partir sur la route et secouer les gens. Steve s'était surpris à penser à son film préféré, un film dont il regardait la cassette au moins une fois par an, Ombre, avec Paul Newman et Richard Boone, et il avait souri. Et il me semble qu'il lui reste une bonne épaisseur d'écorce sur lui. Ah bon? S'étonna Appleton. Steve n'avait pas été surpris de sa réaction. Si Appleton n'avait jamais été pourvu d'écorce, elle avait probablement été entièrement arrachée avant qu'il termine le lycée, à Exeter ou à Choate, un de ces endroits où l'on porte un blazer et une cravate aux couleurs de l'école. Harris, lui, s'était raclé la gorge. Bon, ben, si ce problème est réglé, venons-en au dernier commandement. Appleton avait grogné, et Harris avait fait semblant de ne pas l'entendre, ne quittant pas Steve des yeux. Le 5e et dernier commandement est interdiction de prendre un autostoppeur dans le camion, homme ou femme, ne prendre personne, et surtout pas une femme. Ce qui explique probablement que Steve Ames n'ait pas hésité une seconde quand il avait vu cette fille au bord de la route, juste à la sortie d'Ellie. Une gamine maigrichonne, le nez baissé et les cheveux teints de 2 couleurs différentes. Il s'était arrêté. Elle ouvrit la porte, mais ne monta pas tout de suite dans la cabine, levant ses grands yeux bleus vers lui, par-delà le siège jonché de cartes. « Êtes-vous quelqu'un de gentil » demanda-t-elle. « Oui, répondit Steve, après y avoir réfléchi. « Je crois. Je fume 2 ou 3 cigares par jour, mais je n'ai jamais frappé un chien qui soit plus petit que moi, et j'envoie de l'argent à ma maman toutes les 6 semaines. »« Vous n'allez pas essayer de me sauter dessus, ni rien » demanda la fille. « Oh non » lui assura Steve. Il aimait la façon dont ses grands yeux bleus innocents restaient fixés sur son visage. On aurait dit une gosse examinant une bande dessinée. « Je me contrôle assez bien de ce point de vue, » ajouta-t-il. « Vous n'êtes pas un tueur en série complètement dingue, ou je ne sais quoi ?» avait-elle demandé. « Oh non, mais par tous les saints. Et croyez-vous que je vous le dirais si c'était le cas ?» avait répondu Steve. « Je le verrai probablement dans vos yeux, » lui dit la maigrichonne aux cheveux teints de 2 couleurs. « J'ai un don de voyance, dit-elle, avec un petit sourire, mais d'un ton grave. Pas très étendu, mais il est bien là, mon vieux, il est bien là. » Un camion frigorifique passa en trombe, le chauffeur appuyant sur le klaxon, alors que Steve avait rangé son gros rider contre le bas-côté à droite et que la route était vide dans les 2 sens. Mais il ne fut pas surpris de cette réaction. Certains types n'arrivent à retirer la main ni du klaxon ni de leur bite. Il faut toujours qu'ils pressent l'un ou l'autre. « Bon, l'interrogatoire a assez duré, jeune dame. Tu veux que je t'emmène ou non? Il faut que je remette les roues en mouvement. » À la vérité, il était beaucoup plus près du patron que celui-ci ne l'aurait souhaité. Marinville aimait l'idée de traverser l'Amérique seul, monsieur le stylo voyageur, et Steve se disait que ce serait exactement comme ça qu'il écrirait son livre. Ce serait parfait, génial, vraiment cool. Mais lui, Stephen Andrew Ames, de Lubbock dans le Texas, avait aussi un travail à faire. Il s'agissait de s'assurer que Marinville n'écrirait pas son livre sur un Ouija au lieu de son traitement de texte. Et sa façon de concevoir ce travail était la simplicité même. Rester proche et ne pas laisser une situation s'envenimer s'il y avait moyen de l'éviter. Il était à 100 kilomètres derrière lui au lieu des 200, mais ce que le patron ne savait pas ne pouvait lui nuire. « On vous ferait l'affaire, je crois, » dit la jeune fille en grimpant dans la cabine avant de claquer la portière derrière elle. « Un grand merci, mon chou, » avait répondu Steve. « Je suis touché de ta confiance. » Il jeta un coup d'œil dans le rétroviseur, ne vit rien de plus que le cul d'Ellie et s'engagea à nouveau sur la route. « Ne me appelez pas comme ça, dit-elle. C'est sexiste. »« Mon chou, c'est sexiste ?» demanda Steve. « Oh, c'est pas vrai. »« Eh bien, ne m'appelez pas mon chou, et je ne vous traiterai pas de tarte, dit-elle d'une petite voix tranchante. Il éclata de rire.
Cela ne lui plairait sans doute pas, mais il ne pouvait s'en empêcher. Le rire, c'est comme ça, un peu comme un paix. Parfois on peut le retenir, parfois non. Il lui jeta un coup d'œil et vit qu'elle riait un peu en se débarrassant de son sac à dos. Alors il se dit qu'il ne l'avait pas froissée. Elle devait mesurer dans les 1,65 m, et maigre comme elle était, elle ne devait pas peser plus de 50 kilos, sans doute même moins. Elle portait un t-shirt dont elle avait arraché les manches, ce qui offrait une vue terriblement généreuse de sa poitrine pour une gamine qui craignait de rencontrer Ted Bundy dans un rider. Donc elle est beaucoup à s'inquiéter pour cette partie de son corps. Steve jugea qu'elle devait encore se fournir au rayon fillette pour ses soutiens-gorge, si elle daignait en porter. Sur le devant de son t-shirt, un black coiffé à la rasta souriait au milieu d'un scintillement bleu-vert psychédélique. Comme un halo autour de sa tête s'enroulaient les mots « J'abandonnerai pas ». « Vous devez aimer Peter Tosh, dit-elle, parce que vous ne regardez pas mes seins. »« J'ai travaillé avec Peter Tosh à une époque, répondit-il. »« Oh, bien sûr, fit-elle. »« Ben oui, répondit-il. » Il regarda dans le rétroviseur et vit qu'Ellie avait déjà disparu. C'est bizarre, comme les choses apparaissent et disparaissent vite par ici. Il se dit que s'il était une jeune autostoppeuse, il poserait lui aussi quelques questions avant de grimper dans la voiture ou le camion de quelqu'un. C'est peut-être inutile, mais ça ne pouvait pas faire de mal, parce qu'une fois dans le désert, n'importe quoi pouvait vous arriver. « Et quand est-ce que t'as travaillé avec Peter Tosh » demanda-t-elle. « En 80 ou 81, je ne m'en souviens plus, » répondit Steve. « Au Madison Square Garden, et puis à Forest Hills. Dylan a joué un bis avec lui à Forest Hills, Blowing in the Wind, tu te rends compte ?» Elle le regardait avec une franche fascination, pour autant qu'il pouvait en juger, sans plus aucune trace d'incrédulité. « Waouh, génial !» fit-elle. « Et t'étais quoi, accompagnateur ?»« À l'époque, oui, » dit Steve. « Après, j'ai été réparateur de guitare, et maintenant je suis... » Oui, c'était un bon départ, mais qu'était-il exactement maintenant ? Pas réparateur de guitare, ça c'était sûr. Une sorte de chauffeur à nouveau, mais aussi psy à temps partiel. Et puis un peu Mary Poppins, avec de longs cheveux bruns de hippie qui commençaient à blanchir aux tempes. « Maintenant, je fais autre chose, » reprit-il. « Et comment tu t'appelles ?»« Cynthia Smith, » dit-elle en lui tendant la main. Il la serra. C'était une main longue, légère comme une plume et aux os incroyablement fins. Il eut presque l'impression de serrer la main d'un oiseau. « Moi, c'est Steve Ames. »« Vous êtes du Texas ?» demanda-t-elle. « Oui, de Lubbock, » répondit-il. « J'imagine que tu connais cet accent. »« Je l'ai déjà entendu une ou deux fois, » dit-elle, avec un sourire enfantin qui illumina son visage. « On peut sortir un garçon du Texas, mais... » Il termina la maxime avec elle, et ils se sourirent, déjà amis, comme les gens sont amis pour un bref moment quand ils se rencontrent sur une route d'Amérique qui va d'un endroit désert à un autre. Il était clair que Cynthia Smith sniffait, mais Steve était un vétéran en la matière. On ne pouvait avoir passé presque toute sa vie d'adulte dans le milieu de la musique sans succomber à la cocaïne, et cela ne l'ennuyait pas. Elle lui dit qu'elle avait quelques raisons de se méfier des mecs. Il y en avait un qui lui avait presque arraché l'oreille gauche, et un autre qui lui avait cassé le nez peu de temps auparavant. « Surtout que celui de l'oreille était un type que j'aimais bien, » avait-elle dit. « J'ai les oreilles très sensibles, et le nez, je trouve que le nez a du caractère, mais je suis très sensible des oreilles, Dieu sait pourquoi. »« Ah bon ?» dit Steve, après un coup d'œil à l'oreille qu'il pouvait voir. « Oui, elle est un peu plate en haut, peut-être bien, et alors ? Si tu es sensible à ce point, tu pourrais les couvrir avec tes cheveux, tu sais, en les laissant pousser. »« Oh non, pas question, » avait-elle répondu. Elle ébouriffa ses cheveux, s'inclinant brièvement vers la droite pour s'apercevoir dans le miroir placé de son côté de la cabine. La moitié de sa chevelure était verte, l'autre moitié orange. « Mon ami Gert dit que j'ai l'air d'Annie, la petite orpheline sortant de l'enfer. Mais c'est trop bien pour que je change. »« Alors t'as pas l'intention de les faire défriser ?» demanda Steve. Elle sourit, tapa sur le devant de son t-shirt et prit un vague accent jamaïcain. « Oh, je fais les choses à ma façon, vieux, comme dit Peter. » La façon de faire de Cynthia avait été de quitter à 17 ans la maison et les querelles presque constantes de ses parents. Elle était restée un temps sur la côte Est. « Je suis partie quand je me suis rendu compte que je n'étais plus qu'un coup facile, dit-elle d'une voix objective.
Puis elle avait gagné le Middle West, où elle était redevenue presque nette, et avait rencontré un beau gars à une réunion des alcooliques anonymes. Le beau gars prétendait être complètement désintoxiqué, mais il mentait. Cynthia s'était quand même installée chez lui, une erreur. Je ne suis jamais vraiment bien tombé avec les hommes, avait-elle avoué de la même voix objective. Le beau gars était rentré un soir complètement pété à la méthédrine et avait apparemment décidé qu'il lui fallait l'oreille de Cynthia comme marque-page. Elle s'était réfugiée dans un foyer où on l'avait rendue un peu plus que presque nette. Elle y avait même travaillé un temps comme conseillère, après que la conseillère en titre eût été assassinée et qu'on eût envisagé de fermer le foyer. Le type qui a assassiné Anna est celui qui m'a cassé le nez. Il était grave. Peter, le type qui volait mon oreille comme marque-page, avait seulement mauvais caractère. Mais Norman était mauvais, presque fou. Et est-ce qu'on l'a pris demanda Steve. Cynthia secoua solennellement la tête. De toute façon, on ne pouvait pas laisser le foyer s'écrouler parce qu'un type était devenu fou quand sa femme l'avait quitté. Alors on a tout fait pour le sauver, et on a réussi. Et de quel foyer s'agit-il demanda Steve. Le foyer filles et sœurs, répondit-elle. Et j'ai repris confiance en moi dans ce foyer. Elle regardait par la fenêtre le désert qui défilait en passant, d'un air songeur, son pouce sur l'arête de son nez. Et d'une certaine façon, même le type qui m'a fait ça m'a aidé, ajouta-t-elle. Norman Daniels, il s'appelait. Au moins Gert, c'est ma copine, celle qui dit que je ressemble à Annie la petite orpheline. Gert et moi, on lui a tenu tête. Ah oui, fit Steve. Oui, reprit-elle. Et le mois dernier, je me suis décidé à écrire à mes parents, en leur donnant même mon adresse. Je me disais que quand ils répondraient, si jamais ils le faisaient, ils seraient en colère, et à juste titre. Surtout mon père. Il était pasteur. Il est à la retraite maintenant, mais... Oui, on peut sortir un garçon du feu de l'enfer, mais on ne peut pas sortir le feu de l'enfer d'un garçon, déclara Steve. Oui, c'est ça, dit-elle en souriant. C'est un peu ce à quoi je m'attendais, mais la lettre que j'ai reçue était vraiment formidable, et je les ai appelés. On a parlé, et mon père a pleuré, dit-elle avec une sorte d'émerveillement. Il a vraiment pleuré, tu te rends compte? Oui, dit Steve. J'ai fait une tournée de 8 mois avec Black Sabbath, je peux croire n'importe quoi. Alors, tu rentres chez toi, hein? Le retour du petit chou à la crème prodigue. Elle lui jeta un regard noir et lui sourit. Oh, désolé, fit-il. Oh, tu parles. Enfin, on approche, dit-elle. Mais c'est où, chez toi demanda Steve. Bakersfield, répondit-elle. Et toi, tu vas jusqu'où? San Francisco, répondit Steve. Sans blague demanda-t-elle. C'est formidable. Mais je ne peux pas te promettre de t'emmener aussi loin, dit Steve. En fait, je ne peux absolument pas te promettre de t'emmener au-delà d'Austin, Austin au Nevada, pas Austin au Texas. Mais je sais où se trouve Austin, dit-elle. J'ai une carte. Elle lui décocha un regard de petite sœur à grand frère stupide, qui lui plut encore davantage que ses grands yeux de mademoiselle innocente du début. Elle était mignonne à croquer, et elle aimerait sûrement qu'il le lui dise. Je t'emmènerai aussi loin que je pourrai, mais cette balade est un peu bizarre. Je veux dire que toutes les virées de ce genre sont un peu bizarres. Le monde du spectacle est comme ça de toute façon. Et c'est bien de spectacle qu'on parle, je crois en tout cas. Mais je voudrais dire... Mais il s'arrêta. Que voulait-il dire exactement? Sa carrière d'accompagnateur d'écrivain? Un terme peu approprié, inutile d'être écrivain pour s'en apercevoir, mais il ne trouvait rien d'autre. Cette carrière touchait presque à sa fin, et il ne savait toujours qu'en penser, ni que penser de Johnny Marinville. Tout ce qu'il savait, c'était que le grand homme ne lui avait demandé ni drogue ni femme, et qu'il n'avait jamais ouvert sa porte de chambre d'hôtel, la laine chargée de whisky. Pour le moment, cela suffisait. Il savait déjà comment il décrirait la situation dans son compte-rendu. « Alors c'est quoi cette virée » demanda Cynthia. « J'ai pas l'impression que ce camion est assez grand pour un groupe. Est-ce que t'es attaché à un chanteur folk cette fois? Gordon Lightfoot ou quelqu'un comme ça ?»« Le type est assez folklorique, en effet, » répondit Steve. « Sauf qu'il joue de la bouche au lieu de la guitare ou de l'harmonica. » Et c'est à cet instant que le téléphone cellulaire émit son cri strident et curieusement nasal. « Mip, mip !» Steve le décrocha du tableau de bord, mais ne l'ouvrit pas tout de suite. « Ne dis pas un mot !» ordonna-t-il à Cynthia, alors que le téléphone mipait dans sa main une troisième fois. « Tu me mettrais dans le pétrin, d'accord ?»
Mip, mip. Elle hocha la tête. Steve ouvrit le micro et pressa le bouton envoi pour prendre l'appel. Sa première réaction, quand il porta l'écouteur à son oreille, fut de s'étonner qu'avec une telle quantité de crépitements, l'appel ait pu passer. « Ah salut, c'est toi, patron !» Derrière les crépitements, il y eut un grondement régulier, le bruit d'un camion qui passait, se dit Steve, puis la voix de Marinville. Steve entendit de la panique dans cette voix, par-delà les crépitements, et son cœur passa à la vitesse supérieure. Il avait déjà entendu des gens parler comme ça, cela arrivait au moins une fois dans chaque tournée de rock, semblait-il, et il reconnut immédiatement la panique. À l'autre bout du fil, de la merde grippait le ventilateur. « Steve, j'ai, nuit, gros !» Il regarda la route, qui filait droit comme une flèche dans le désert, et sentit la sueur perler à son front. Il pensa au petit agent tout rond du patron, avec ses interdictions et sa voix autoritaire, mais il l'évacua de son esprit. Il n'avait vraiment pas besoin que Bill Harris vienne lui encombrer la tête maintenant. « Tu as eu un accident ?» demanda Steve. « C'est ça ? Qu'est-ce qui se passe, patron ? Répète !» Crépitements, des craques et encore des crépitements. « Johnny, m'entends ?»« Oui, je t'entends, » dit Steve. Steve cria dans l'appareil, tout en sachant que c'était totalement inutile, et vit du coin de l'œil que la gamine le regardait, de plus en plus inquiète. « Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Pas de réponse, pendant si longtemps qu'il fut certain que cette fois il avait perdu la ligne. Il écartait le téléphone de son oreille, quand le patron se fit à nouveau entendre, à une distance infinie, comme une voix venant d'une autre galaxie. « West, Ellie, Hante !»« Non, pas Hante, se dit Steve, 50. Je suis à l'ouest d'Ellie, sur la nationale 50, peut-être c'est ce qu'il a dit. Et un accident, forcément. Il est sorti de la route, et il est assis dans le sable avec une jambe cassée, du sang qui lui coule sur le visage. Et quand on rentrera à New York, ses copains vont me crucifier, ne serait-ce que parce qu'ils ne peuvent pas le crucifier, lui. C'est pas à quelle distance? Au moins sans doute plus. Camping-car garé sur la roue, un peu plus loin. Crépitements plus forts encore, et puis quelque chose à propos de flics, de police de l'État et de flics locales. « Mais qu'est-ce que... » commença la fille, sur le siège du passager. « Chut, pas maintenant, » dit Steve. Et dans l'appareil. « Ma moto, dans le désert, vent, kilomètre du camping. » Et ce fut tout. Steve hurla le nom de Johnny une demi-douzaine de fois, mais seul le silence lui répondit. La liaison était coupée. Il pressa alors le bouton « Non menu » pour faire apparaître JM dans la fenêtre, puis appuya sur « Envoi ». Une voix enregistrée lui souhaita la bienvenue sur le réseau Western Roaming, puis il y eut un silence avant qu'un autre enregistrement lui dise que son appel ne pouvait aboutir pour le moment. La voix commença à énumérer toutes les raisons qui s'y opposaient. Steve pressa le bouton « Fin » et referma le combiné. « Bordel de merde !» dit-il. « C'est grave ?» demanda Cynthia, en ouvrant à nouveau deux grands yeux, qu'il ne trouva pas du tout mignons cette fois. « Je le vois à ta tête » ajouta-t-elle. « Peut-être, » dit Steve. « Probablement même. C'était mon patron. Il est un peu plus loin, à une centaine de kilomètres, je crois, ou peut-être 150. Il circule sur une moto. Et il... »« Une grosse moto rouge et beige ?» demanda-t-elle soudain excitée. « Et est-ce qu'il a de longs cheveux gris, un peu comme Jerry Garcia ? Parce que si c'est ça, je l'ai vu ce matin, » expliqua-t-elle, après qu'il eut hoché la tête. « Il faisait le plein à la petite pompe cafétéria du Pretty Nice. Tu connais cette ville, non ?» Steve hocha la tête. « Il prenait son petit déjeuner et je l'ai vu par la fenêtre. J'ai cru le reconnaître. Il me semble que je l'ai déjà vu à la télé, peut-être. »« Oui, peut-être. C'est un écrivain, » dit Steve. Il regarda le compteur de vitesse. Le camion roulait à 110 et il décida de le pousser juste un peu plus, à 125. Par les fenêtres, le désert défila un peu plus vite. « Il traverse le pays pour rassembler la matière d'un livre, » expliqua Steve. Il donne quelques conférences en chemin, mais il va surtout d'un endroit à l'autre pour parler aux gens et prendre des notes. Et enfin, je crois qu'il vient d'avoir un accident. « La liaison au téléphone, elle était mauvaise ?» demanda Cynthia. « Oh oui, » répondit Steve. « Est-ce que tu veux t'arrêter pour que je descende ? C'est sans problème, si tu préfères, » dit-elle. Il y réfléchit soigneusement, et maintenant que le choc initial s'estompait, son esprit semblait capable de calculer froidement et précisément, comme toujours dans de telles situations.
Il décida que non, qu'il ne voulait pas qu'elle le quitte, pas du tout. Il avait un problème à régler sur le champ, mais cela ne signifiait pas qu'il doive oublier l'avenir. Appleton ne ferait sans doute pas d'histoire, même si Johnny Marinville avait planté sa moto et s'était amoché. Il lui était apparu comme le genre de type, malgré le blazer et la cravate de l'école, capable d'accepter l'idée que quelque chose pouvait arriver. Mais Bill Harris était à son avis le genre de type à clouer un bouc émissaire au pilori dès qu'il y avait un problème, et à enfoncer le clou dans le cul du bouc aussi loin qu'il le pouvait. En tant que bouc potentiel, Steve décida qu'il avait absolument besoin d'un témoin, justement quelqu'un qu'il n'avait jamais vu avant aujourd'hui. Non, j'aimerais que tu restes, dit-il. Mais je dois te prévenir, je ne sais pas ce qu'on va trouver. Il pourrait y avoir du sang. Oh, je n'ai pas peur du sang, l'assura-t-elle. Elle ne fit aucun commentaire sur la vitesse à laquelle il roulait, mais quand le camion de location atteignit 135 et que la caisse commença à secouer, elle boucla sa ceinture. Steve pressa un peu plus fort sur l'accélérateur, et au-delà de 140, les vibrations diminuèrent. Il avait les deux mains serrées sur le volant. Le vent soufflait fort, et à cette vitesse, une grosse rafale pouvait vous faire sortir de la route. Alors si un pneu s'enfonçait dans le sable, on était vraiment mal parti. Risque de retournement. Le patron était encore plus vulnérable au coup de vent sur sa moto, se dit Steve. Et peut-être est-ce ce qui est arrivé. Il avait expliqué à Cynthia en quoi consistait son boulot. Faire les réservations, vérifier le trajet, s'occuper de la sonorisation des lieux où le patron devait parler, et rester discret pour ne pas détonner dans le tableau que peignait le patron. Johnny Marinville, le loup solitaire du monde de la pensée, le héros politiquement correct à la Sam Peckinpah, l'écrivain qui n'avait pas oublié comment vivre à la dure et prendre les choses avec calme. Steve lui dit aussi que l'arrière du véhicule était vide, à l'exception de quelques bagages et d'une longue rampe de bois qui permettrait à Johnny de monter son engin dans le camion si le temps interdisait qu'il continue à moto. Et comme on était en plein été, il avait peu de chance de s'en servir. Mais il y avait une autre raison à l'installation de la rampe et à celle des sangles que Steve avait fixées par terre avant le départ. C'était un équipement dont ni l'un ni l'autre n'avait parlé, mais dont chacun avait connu la présence dès le jour où ils avaient quitté Westport dans le Connecticut. Il pouvait arriver qu'un matin Johnny Marinville se réveille et n'ait pas envie de monter sur sa Harley. Ou qu'il en soit incapable. Oh, j'ai entendu parler de lui, dit Cynthia, mais je n'ai jamais lu aucun de ses livres. J'aime surtout Gene Coons et Daniel Steele. Je lis pour mon plaisir. En tout cas, il a une belle moto, et ce type a des cheveux géniaux, des cheveux rock'n'roll. Steve hocha la tête. Oui, il savait, et Marinville le savait aussi. Et tu es vraiment inquiet pour lui, ou juste pour toi demanda-t-elle. Il aurait probablement mal pris la question venant de quelqu'un d'autre, mais il ne sentit aucune critique implicite dans le ton de Cynthia, seulement de la curiosité. Oh, pour les deux, répondit-il. Elle hocha la tête. Et on s'est rapproché de combien 70 kilomètres depuis que j'ai perdu le contact avec lui au téléphone. Mais tu sais pas exactement d'où il appelait Ah non. Et tu crois qu'il s'est planté tout seul, ou qu'il y a quelqu'un d'autre aussi Il la regarda, surpris. Que son patron ait causé un accident était précisément ce qu'il craignait, mais jamais il ne l'aurait dit à haute voix si elle n'en avait pas évoqué la possibilité la première. Oui, il se peut qu'il y ait quelqu'un d'autre, dit Steve. Il a dit quelque chose à propos de la police d'État et des flics locaux, quelque chose comme n'appelle pas la police de l'État, appelle les flics du coin. Mais j'en suis pas certain. Elle montra le téléphone du doigt. Oh, pas question, dit-il. Je n'appellerai aucun flic avant de savoir dans quel pétrin il s'est fourré. Je te promets de ne pas te trahir, si tu promets de ne plus m'appeler Chou à la crème, dit Cynthia. Il eut un petit sourire, bien qu'il n'eût fût guère d'humeur à ça. Oh, c'est probablement une bonne idée, dit Steve. Tu pourrais probablement dire que ton cellulaire refusait de fonctionner, le coupa-t-elle. Tout le monde sait combien ces engins sont capricieux. Oui, t'es sympa, Cynthia. Oh, t'es pas mal non plus, dit-elle. À presque 150 à l'heure, les kilomètres fondaient comme neige au printemps. Quand ils furent à 100 kilomètres à l'ouest du point où Steve avait perdu le contact, il ralentit imperceptiblement de minute en minute. Aucune voiture de police dans aucune direction. Steve se dit que c'était bon signe et en fit part à Cynthia, qui secoua la tête d'un air dubitatif. « Moi, je trouve ça plutôt bizarre, dit-elle. S'il y a eu un accident où ton patron ou quelqu'un d'autre a été blessé,
Tu ne crois pas qu'on aurait dû voir la police ou une ambulance? Et s'il venait de l'ouest? Demanda Steve. Non, selon ma carte, la prochaine ville dans cette direction est Austin, et c'est beaucoup plus loin qu'Ely. Tout véhicule officiel, un truc avec des sirènes, je veux dire, devrait aller d'est en ouest, c'est-à-dire nous dépasser. Je vois, dit Steve. Alors où sont-ils? Demanda Cynthia. J'en sais rien, répondit-il. Moi non plus, dit Cynthia. Bon alors, cherche. Et merde, je ne sais pas, moi, n'importe quoi qui sortirait de l'ordinaire. Mais c'est ce que je fais, dit-elle, mais ralentis un peu plus. Il regarda sa montre et vit qu'il était 6 heures moins le quart. Les ombres s'étendaient dans le désert, mais il faisait encore clair et chaud. Si Marinville était quelque part, il le verrait. Quand tu parles qu'on le verra, se dit-il. Il sera assis au bord de la route, la tête éclatée, le pantalon déchiré, en train de prendre des notes sur ce qu'il a ressenti. Dieu merci, il porte son casque au moins. Mais s'il ne le portait pas... Oh, je vois quelque chose là-bas. La voix de la jeune fille était excitée, mais contrôlée. De sa main gauche, elle protégeait ses yeux du soleil descendant vers l'ouest, et l'index de sa main droite désignait un point devant elle. Eh, tu vois? Est-ce que ça pourrait être... Oh merde, non, c'est bien trop gros pour une moto. On dirait un camping-car. Je crois que c'est d'ici qu'il a appelé, dit Steve. En tout cas, dans le coin. Qu'est-ce qui te fait croire ça? Demanda Cynthia. Il a parlé d'un camping-car un peu plus loin sur la route. Ça, je l'ai entendu clairement. Il a dit qu'il était à environ 1 kilomètre à l'est du camping-car, et c'est à peu près là où nous sommes. Alors, oui, oui, pas la peine de le répéter, dit Cynthia. Je regarde, je regarde. Il ralentit jusqu'à 50 à l'heure et roulait au pas quand ils passèrent près du camping-car. Cynthia avait baissé sa fenêtre et s'était penchée dehors, son t-shirt remonté, révélant le bas de son dos, si mince, se dit Steve, et sa colonne vertébrale. Est-ce que tu vois quelque chose? Non, répondit-elle. J'ai bien vu quelque chose scintiller, mais c'était loin dans le désert, bien plus loin qu'il n'aurait pu aller s'il était sorti de la route par accident, ou si le vent l'avait poussé. C'était probablement du mica miroitant au soleil, dit Steve. Ouais, c'est possible, dit-elle. Et ne tombe pas par la fenêtre. Oh, il n'y a pas de danger, dit-elle. Elle ferma les yeux pour éviter le sable projeté de plus en plus violemment par le vent. Si c'est le camping-car dont il parlait, dit Steve, on a dépassé l'endroit d'où il a appelé. Ouais, mais continue, dit Cynthia. S'il y aurait une maison dans le coin, il l'aurait peut-être vue. S'il y aurait, grogna Steve. T'as appris ça dans Dean Koontz ou dans Daniel Steele? Elle rentra la tête pour lui adresser un regard hautain, mais il vit qu'il l'avait blessé. Oh, désolé, je plaisantais. Oh, et dis-moi un peu, monsieur le grand voyageur du Texas, est-ce que toi, tu n'as jamais lu une ligne écrite par ton patron? Eh bien, il m'a donné un exemplaire du Harper's, où il y avait une nouvelle de lui, Le temps venu du ciel, elle s'appelait. Et je l'ai lu, je te le jure, chaque mot. Et est-ce que t'as compris chaque mot? Demanda-t-elle. Non, avoua Steve. Écoute, c'était idiot de ma part. Je m'excuse sincèrement. Bon, d'accord, dit Cynthia. Au ton de sa voix, il comprit qu'il serait sous surveillance pendant un moment. Il ouvrit la bouche pour dire quelque chose qui serait drôle s'il avait de la chance, quelque chose qui la ferait sourire. Elle avait un si joli sourire. Et puis il regarda très attentivement le camping-car. Mais oh, qu'est-ce que c'est que ça? Demanda-t-il en s'adressant plus à lui-même qu'à sa compagne. Quoi? Fit Cynthia. Elle tourna la tête pour regarder à travers le pare-brise, tandis que Steve s'arrêtait près du camping-car de taille moyenne, plus grand que les Lassie, mais plus petit que les Godzilla qu'il voyait depuis le Colorado. Le type a dû rouler sur des clous, je ne sais quoi, dit Steve. On dirait que tous les pneus sont à plat. Ouais, dit Cynthia. Mais alors pourquoi les nôtres sont intacts? Avant qu'il ait pu répondre que les occupants avaient peut-être l'esprit assez civique pour ramasser les clous, la gamine aux cheveux bicolores était descendue du camion et s'approchait du camping-car en appelant. Eh bien, elle sait faire une sortie, on peut lui accorder ça, se dit Steve, en descendant de son côté. Le vent le gifla si fort qu'il en fut presque déséquilibré. Il était brûlant comme de l'air sortant d'un incinérateur. Steve! Elle avait une voix différente. Toute trace de l'effronterie qu'il croyait appartenir à son arsenal de séduction avait disparu. Viens voir, j'aime pas ça. Elle s'était arrêtée devant la porte latérale du camping-car, qui était ouverte et claquait dans le vent au-dessus des marches. Mais elle ne regardait ni la porte ni les marches.
Au pied des marches, une poupée aux cheveux blonds et à la belle robe bleue était à demi enterrée dans le sable que le vent avait envoyé sous le camping-car. Elle gisait, à plat ventre, abandonnée. Steve n'aima pas beaucoup ça non plus. Une poupée sans petite fille dans le coin pour s'en occuper faisait toujours froid dans le dos, et en trouver une sur la route, à demi enterrée par une tempête de sable. Il ouvrit la porte et regarda à l'intérieur du camping-car. Il y faisait une chaleur épouvantable, 40 au minimum. Y a quelqu'un ? Il savait bien que non. Si les propriétaires étaient à l'intérieur, le moteur tournerait pour faire fonctionner la climatisation. Oh, c'est pas la peine, dit Cynthia. Elle avait ramassé la poupée et elle enlevait de la main le sable pris dans ses cheveux et les plis de sa robe. C'est pas une poupée du prix unique, ça. Elle vaut pas une fortune, mais c'est une belle poupée. Et quelqu'un en prend grand soin. Regarde. Elle tira la jupe pour que Steve puisse voir l'endroit où on avait fait une jolie reprise pour réparer une déchirure. La pièce ajoutée était presque exactement de la même couleur. Si la gosse à qui elle appartient était dans le coin, elle ne serait pas dans la poussière, je peux te le garantir. Ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi elle ne l'a pas emportée avec elle en partant avec ses parents. Ou au moins, pourquoi elle ne l'a pas laissée à l'intérieur. Elle ouvrit la porte, hésita, monta la première des 2 marches, hésita à nouveau et se retourna. « Viens, dit-elle. « Oh, je ne peux pas, dit Steve. Il faut que je retrouve mon patron. »« Mais dans 1 minute, d'accord. Je vais pas rentrer là-dedans toute seule. C'est comme l'Andrea Doria ou je ne sais quoi. »« Tu veux dire la Marie-Céleste » demanda Steve. « L'Andrea Doria a coulé. »« Oh, d'accord, monsieur, je sais tout, comme tu veux. Mais viens, il n'y en a pas pour longtemps. Et puis... » Et puis, reprit-il devant son hésitation, ça a peut-être quelque chose à voir avec mon patron. C'est ça que tu penses ? Oui, c'est pas vraiment tiré par les cheveux. Ils ont disparu, eux aussi, non ? Il refusait de l'admettre. C'était une complication qu'il ne méritait pas. Elle le lut en partie sur son visage. Elle comprit probablement tout. Elle n'était pas bête, c'est sûr. Et elle leva les mains. Oh, et merde, j'y vais toute seule. Elle entra, tenant toujours la poupée, et Steve la regarda un moment, pensif, avant de la suivre. Cynthia se retourna et hocha la tête, puis posa la poupée dans un des fauteuils afin d'agiter le haut de son t-shirt pour faire circuler l'air. « Il fait une de ces chaleurs !» Pendant qu'elle passait dans la partie habitation, Steve alla explorer l'avant, tête baissée, pour ne pas se cogner. Sur le tableau de bord étaient disposés 3 paquets de cartes de baseball, triés en fonction des équipes, Cleveland Indians, Cincinnati Reds, Pittsburgh Pirates. Il les regarda. Plus de la moitié étaient signées et beaucoup des cartes signées étaient personnalisées. En bas de celle d'Albert Bell, il lut « À David, continue à frapper, Albert ». Et sur une autre, dans la pile de Pittsburgh, « Regarde la balle avant de prendre ton élan, Dave, ton ami Andy Van Slyke ». « Il y a aussi un garçon, dit Cynthia, à moins que la gamine n'aime les G.I. Joe, Judge Dredd et les Motocops autant que la poupée en robe bleue. Un des placards du fond est plein de bandes dessinées. »« Oui, il y a un garçon, dit Steve, en reposant les cartes de baseball dans leurs paquets respectifs. Il n'a emporté que celle auquel il tenait le plus, se dit-il avec un petit sourire, celle qu'il ne supportait pas de laisser à la maison. Il s'appelle David, ajouta Steve. Et comment tu sais ça s'étonna Cynthia. J'ai tout appris en regardant aux frontières du réel, répondit-il. Il prit un reçu d'essence payé avec une carte de crédit dans le tas des paperasses encombrant le casier des cartes du tableau de bord, et il le lissa. Il portait le nom de Ralph Carver et une adresse quelque part dans l'Ohio. Le carbone avait maculé le nom de la ville, mais c'était sans doute Wentworth. « Et je suppose que tu ne peux rien dire d'autre sur lui ?» demanda Cynthia. « Son nom de famille, par exemple, et d'où il vient ?»« Il s'appelle David Carver, » dit Steve avec un sourire. « Et son père s'appelle Ralph Carver. Ils viennent de Wentworth, dans l'Ohio, une jolie ville, près de Columbus. J'y suis allé une fois avec Southside Johnny en 1986. » Elle s'avança et reprit la poupée pour la serrer contre un de ses seins de la taille d'un grain de riz. Dehors, le vent soufflait à nouveau, projetant du sable sur le camping-car. On aurait dit de la pluie. « Mais t'inventes, là » dit Cynthia. « Mais non, madame, dit-il, en lui tendant le reçu. « C'est là que j'ai trouvé Carver. David, je le tiens des cartes de baseball du gamin. Il y a quelques trucs de valeur, je peux te le dire. » Elle prit une des cartes et la reposa, puis regarda tout autour d'elle, le visage grave et luisant de sueur. Steve transpirait aussi, et beaucoup. Il sentait la sueur couler sur son corps comme une huile légère et collante.
Mais où sont-ils allés demanda Cynthia. Au village le plus proche pour trouver de l'aide. Il est possible que quelqu'un les ait pris en voiture. Est-ce que tu te souviens de ce qu'il y a dans les parages? Non, répondit-elle. Il y a une petite ville, je crois, mais je ne me souviens plus de son nom. Et dans ce cas, pourquoi n'ont-ils pas fermé le camping-car avant de partir? Tu te rends compte? Toutes leurs affaires sont là. Et tu sais ce qu'il y a près de cette couchette? Ah non, dit Steve. Eh ben, la boîte à bijoux de la dame. Une grenouille en céramique. Tu mets tes bagues et tes boucles d'oreilles dans la bouche de la grenouille. Oh, c'est d'un goût, dit Steve. Mais il avait envie de sortir de là, et pas seulement parce qu'il y faisait horriblement chaud, ni parce qu'il voulait chercher le patron. Il voulait sortir parce que ce camping-car était comme cette foutue Marie-Céleste. On ne pouvait s'empêcher d'imaginer des vampires cachés dans les placards, des vampires en bermuda et t-shirt proclamant « J'ai survécu à la Nationale 50, la route la plus déserte d'Amérique ». C'est plutôt marrant, dit Cynthia, mais c'est pas le problème. Il y a 2 paires de boucles d'oreilles et une bague dedans. Pas très cher, mais pas de la camelote non plus. La pierre de la bague est une tourmaline, je crois. Alors pourquoi est-ce qu'il... Et elle vit quelque chose dans le casier à cartes, quelque chose qui était ressorti quand Steve avait fouillé les paperasses. Une pince à billets en forme de S barrée 2 fois. Cynthia la prit, feuilleta les billets du bout des doigts, puis jeta le paquet dans le casier, comme si ça la brûlait. « Y a combien » demanda Steve. « Une quarantaine, » dit Cynthia. « Et la pince vaut probablement 3 ou 4 fois plus. C'est de l'argent. Je vais te dire, ça sent mauvais. » Une rafale de vent projeta à nouveau du sable contre le flanc nord du camping-car, un vent suffisamment fort pour le secouer un peu sur ses pneus crevés. Tous deux se regardèrent. Steve pensa au regard bleu et fixe de la poupée. « Que s'est-il passé ici, ma belle? Qu'est-ce que tu as vu ?» Il prit le chemin de la porte. « Il serait pas le temps d'appeler les flics ?» demanda Cynthia. « Oh, bientôt, » dit Steve. « Mais d'abord, je veux revenir 1,5 kilomètre en arrière pour voir si je trouve trace de mon patron. »« Avec ce vent ?» fit Cynthia. « Mais mon pauvre vieux, c'est complètement idiot. » Il la regarda un moment sans rien dire, puis descendit les marches. Elle le rattrapa. « Eh, on est quitte, ok? Tu t'es moqué de ma syntaxe, et moi de ton je ne sais pas quoi. »« De mon intuition, » dit Steve. « Intuition, tu crois ?» fit-elle. « Bon, d'accord. Alors on est quitte, hein, dis oui, s'il te plaît. Ça me donne la chair de poule, moi. »« Ok, d'accord, » dit-il en lui souriant, ému par l'anxiété qui se lisait sur son visage. « Est-ce que tu veux que je ramène le camion en arrière » demanda-t-elle. « Je peux faire 1,5 kilomètre au compteur pour que tu aies un repère. »« Tu peux lui faire demi-tour sans... » commença-t-il. Puis un semi-remorque de la marque Kleenex passa à 100 à l'heure en direction de l'est. Cynthia recula et se protégea les yeux d'un bras maigre comme ceux de Kate Moss. Steve lui entoura les épaules de son bras pendant 1 ou 2 secondes pour l'empêcher de perdre l'équilibre. « Faire demi-tour sans t'enliser » acheva-t-il. Elle lui adressa un regard las et s'écarta de lui. « Bien sûr, » répondit-elle. « Bon alors, disons 2 kilomètres, d'accord, pour être sûr. »« D'accord, » dit Cynthia. Elle regagnait le rider quand elle se retourna. « Je viens juste de me souvenir du nom de la petite ville la plus proche. C'est par là, » dit-elle en montrant vers l'est, au sud de la nationale. « C'est un joli nom, tu vas l'adorer, Steve. »« C'est quoi ?» demanda-t-il. « Désolation, » répondit-elle. Elle lui sourit et monta dans la cabine du rider. Il longea lentement le bas-côté, à droite des véhicules se dirigeant vers l'ouest, et sans lever les yeux, salua le rider de la main quand Cynthia au volant le dépassa lentement. « Je n'ai pas la moindre idée de ce que tu cherches, » lui cria-t-elle. Elle était déjà loin avant qu'il ait pu lui répondre, et c'était aussi bien. Il n'en avait pas la moindre idée, lui non plus. Des empreintes, idée ridicule avec ce vent. Du sang, des morceaux de chrome ou de feu arrière, c'était le plus probable. Il n'était certain que de 2 choses. Son instinct ne l'avait pas seulement poussé à faire ça, il l'avait exigé, et il ne pouvait effacer de son esprit les yeux bleus fixes de la poupée. La poupée préférée d'une petite fille. Seule cette petite fille avait pu laisser Alice rose-bleue par terre sur la route. Maman avait laissé ses bijoux, papa avait laissé son argent, et le fils David avait laissé ses cartes de baseball signées. Mais pourquoi ? Au loin, Cynthia fit faire demi-tour au camion jaune vif pour qu'il regarde à nouveau vers l'ouest. Elle s'acquitta de cette tâche avec une économie de manœuvre dont Steve ne l'aurait pas cru capable. Elle n'avait reculé qu'une fois.
Elle sortit et vint à sa rencontre d'un bon pas, les yeux à peine baissés, et pourtant Steve subit la vexation de l'avoir trouvé ce que son instinct l'avait envoyé chercher. Hé cria-t-elle en s'accroupissant pour ramasser quelque chose qu'elle secoua afin de le débarrasser de son sable. Qu'est-ce que c'est demanda Steve, qui la rejoignait en courant. Un calepin, dit-elle en le lui tendant. Je pense qu'il était bien là. Il y a écrit J. Marinville sur la couverture, tu vois. Il prit le petit carnet à spirale dont la couverture était pliée et le feuilleta rapidement. Plan de route, carte que Steve avait dessinée lui-même et notes prises par son patron de sa large écriture à propos des réceptions prévues en chemin. Sous le titre Saint-Louis, Marinville avait écrit Patricia Franklin, rousse, gros sein. Ne pas l'appeler Pat ou Patty. Le nom de l'organisation et les Amis de la libération des femmes. Bill dit que PF milite aussi dans les mouvements pour les droits des animaux. Elle est végétarienne. Sur la dernière page utilisée, un seul mot calligraphié, dans une version plus flamboyante encore de l'écriture du patron. John, c'était tout. Comme s'il avait commencé à écrire un autographe et n'avait jamais terminé. Il leva les yeux vers Cynthia et vit qu'elle croisait les bras sous sa maigre poitrine et commençait à se frotter les coudes. « Oh, c'est impossible d'avoir froid ici, mais j'ai froid quand même. C'est de plus en plus flippant. »« Et comment se fait-il que ça ne se soit pas envolé ?» demanda Steve. « Oh, c'est du bol, dit-elle. Un rocher l'a arrêté assez longtemps pour que le sable en recouvre une moitié. C'est comme pour la poupée. Le carnet serait tombé 10 centimètres plus à droite ou plus à gauche, il serait sans doute déjà presque arrivé au Mexique. »« Mais qu'est-ce qui te fait penser qu'il l'a fait tomber ?» demanda Steve. « Bah, et toi, tu ne le penses pas ?» demanda Cynthia. Il ouvrit la bouche pour dire qu'il ne pensait absolument à rien, du moins pas pour l'instant, puis il oublia. Il voyait quelque chose scintiller dans le désert, probablement la même chose que Cynthia avait vue du camion tout à l'heure, sauf que maintenant il ne bougeait plus, et que le scintillement ne bougeait pas non plus. Ça ne pouvait pas être un éclat de mica, il l'aurait juré. Pour la première fois, il eut vraiment peur, douloureusement peur. Il courut dans le désert, vers la lumière, avant même d'en avoir eu l'idée. « Eh, pas si vite, attends-moi, dit Cynthia. « Non, reste ici, dit-il. Il piqua un 100 mètres, droit sur l'étoile devant lui. Sauf que l'étoile avait grandi, prenant une forme qu'il commençait à trouver horriblement familière. Puis il fut pris d'un vertige et s'arrêta. Il se pencha, les mains serrées sur ses cuisses, juste au-dessus des genoux, persuadé que tous les cigares qu'il avait fumés ces 18 dernières années revenaient le hanter. Quand le vertige s'estompa et que le bruit du marteau-pilon de son cœur diminua dans ses oreilles, il entendit une respiration de femme. Il se retourna et vit Cynthia qui s'approchait au pas de gymnastique, transpirant mais en forme. Ses crêtes de punk s'étaient légèrement aplaties, c'était tout. « T'es aussi collante qu'une crotte de nez au bout du doigt » articula-t-il péniblement quand elle fut près de lui. « Je crois que jamais un type ne m'a rien dit de plus gentil, » dit Cynthia. « Note-le dans ton recueil de haïkus. Évite la crise cardiaque. Et quel âge as-tu, au fait ?»« Oh, je suis trop vieux pour m'intéresser à tes abattis, sauterelle, et je vais bien, » dit-il en se redressant laborieusement. « Mais merci de t'en soucier. » Sur la route, une voiture passa sans ralentir. Ils la regardèrent tous deux. Dans ces contrées, une voiture qui passe est un événement. « Bon, mais est-ce que je peux suggérer que nous marchions le reste du chemin ? Quelle que soit cette chose, elle ne va pas partir. »« Oh, je sais ce que c'est, dit-il. » Il ne put s'empêcher de trotter les 20 derniers mètres et s'agenouilla devant l'objet comme un primitif devant une effigie. La Harley du patron avait été enterrée dans la hâte et l'indifférence. Le vent n'avait dégagé qu'une partie du guidon. L'ombre de la jeune fille l'entoura et il leva les yeux vers elle, voulant dire quelque chose qui lui ferait croire qu'il n'était pas complètement terrorisé par cette découverte, mais aucun mot ne lui vint. Il n'était pas certain qu'elle l'aurait entendu de toute façon. Elle fixait sur la moto, des yeux écarquillés par l'affolement. Elle tomba à genoux près de lui et tendit les mains, comme si elle prenait des mesures, puis creusa un peu à droite du guidon. La première chose qu'elle déterra fut le casque du patron. Elle le vida de tout son sable et le mit de côté, puis elle creusa délicatement à l'endroit où elle l'avait trouvé. Steve la regardait. Il n'était pas certain que ses jambes le soutiendraient s'il voulait se lever. Il ne cessait de penser à ces histoires qu'on lit dans les journaux, des histoires sur des corps découverts dans des gravières et exhumés de ces tombes peu profondes et toujours populaires.
Dans la tranchée qu'elle avait dégagée, on voyait maintenant le métal rouge et beige ressortir sur le sable gris terne. Apparurent aussi les lettres Arles. « C'est ça, dit-elle d'une voix tremblante, en se passant compulsivement la main sur la bouche. « C'est bien celle que j'ai vue. » Steve saisit le guidon et tira. Rien. Il n'en fut pas surpris, parce qu'il n'avait pu tirer que faiblement. Il comprit soudain quelque chose d'intéressant, bien qu'horrible. Il n'était plus inquiet uniquement pour le patron, non, son inquiétude s'était étendue. Il avait la sensation bizarre que... « Steve, mon gentil nouvel ami, dit Cynthia d'une petite voix, en le regardant par-delà le réservoir qu'elle avait désensablé. Tu vas peut-être penser que c'est complètement idiot, que seuls les imbéciles osent encore dire ça dans les mauvais films, mais j'ai l'impression qu'on nous regarde. « Je ne pense pas que ce soit idiot, dit Steve. Il retira un peu plus de sable de la selle. Pas de sang, Dieu merci. Ce qui ne voulait pas dire qu'il n'y avait pas de sang ailleurs, ni de corps enterré dessous. Moi aussi j'ai cette impression, ajouta-t-il. Est-ce qu'on pourrait partir demanda-t-elle d'une voix presque suppliante, en essuyant la sueur de son front. S'il te plaît. Il se leva, et ils prirent le chemin du retour. Quand elle glissa sa main dans la sienne, il fut content de la prendre. Mon Dieu, cette impression est sacrément forte, et pour toi aussi? Oui, répondit Steve. Je crois qu'elle ne reflète rien d'autre que notre peur, mais oui, elle est très forte. Comme... Mais un long hurlement l'interrompit, très loin. La main de Cynthia serra la sienne si fort que Steve fut heureux qu'elle se ronge les ongles. « C'est quoi » bredouilla-t-elle. « Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est » Un coyote, répondit Steve, comme dans les westerns. Mais ils ne nous feront rien. Et lâche-moi un peu, Cynthia, tu vas me tuer. Elle desserra un peu la main, juste avant de serrer à nouveau, quand un second hurlement se fit entendre, s'enroulant paresseusement autour du premier, comme la voix d'un barbier chantant avec un client. « Ils sont loin, dit Steve, en essayant de dégager sa main de la poigne de Cynthia, qui s'avérait bien plus costaude qu'elle n'en avait l'air. « Je t'assure, ils sont probablement dans un autre comté. Détends-toi. » Elle desserra sa main, mais quand elle tourna vers lui son visage luisant de sueur, la peur qu'il y lut avait quelque chose de pathétique. « Bon, d'accord, ils ne sont pas tout près, dit-elle. Ils sont probablement dans le comté voisin. En fait, ils sont en Californie et utilisent la ligne du téléphone. Mais je n'aime pas Skimore. J'ai peur de Skimore. Est-ce qu'on peut retourner au camion ?»« Oui, oui, dit Steve. » Ils étaient si proches qu'ils se frôlaient en marchant, mais quand un autre hurlement retentit, elle ne lui serra pas la main aussi fort. Cela venait de loin, à l'évidence, et il ne fut pas repris immédiatement par un autre. Ils atteignirent le camion. Cynthia monta sur le siège du passager, en adressant à Steve un coup d'œil rapide et un sourire nerveux. Il fit le tour du capot. L'impression d'être regardé avait disparu. Il avait encore peur, mais là, c'était à nouveau surtout pour son patron. Si John Marinville était mort, les journaux annonceraient la nouvelle dans le monde entier, et Steve Ames ne pourrait éviter d'être cité, et pas en bien. Steve Ames serait le protecteur qui n'avait pas su protéger, le filet de sécurité qui ne s'était pas déployé quand le grand chef était tombé du trapèze. « Cette impression qu'on nous regardait, c'était sûrement les coyotes, dit Cynthia. Tu ne crois pas ?»« Peut-être, dit Steve. »« Et maintenant ?» demanda-t-elle. Il inspira profondément et tendit la main vers le téléphone cellulaire. « Il est temps d'appeler la police, dit-il, en composant le numéro. Ce qu'il entendit ne le surprit pas. Une de ses voix enregistrées qui lui disait que, désolé, mais cet appel ne pouvait aboutir à cette heure. Le patron avait réussi à passer, brièvement, mais c'était un coup de chance. Steve referma le micro d'un claquement furieux et lança le téléphone sur le tableau de bord avant de mettre le moteur en marche. Il fut étonné de voir que le désert avait pris une couleur franchement pourpre. Merde, ils avaient passé plus de temps qu'ils ne l'auraient cru dans le camping-car vide et près de la moto enterrée du patron. « Non » demanda-t-elle, suppliant presque. « Non » répondit Steve. « On va aller dans cette ville dont tu as parlé. C'était quoi déjà ?»« Désolation » répondit-elle. « C'est à l'est. »« Guide-moi, tu veux ?» dit-il en démarrant. « Oh, bien sûr, on trouvera de l'aide » dit-elle en posant la main sur son bras. « Même dans une toute petite ville, il doit bien y avoir au moins un flic. » Il roula jusqu'au camping-car abandonné avant de faire à nouveau demi-tour et vit que la porte claquait toujours dans le vent. Il n'avait pensé ni l'un ni l'autre à la fermer. Il arrêta le camion, mit le levier au point mort et ouvrit sa porte.
Cynthia lui saisit l'épaule avant qu'il ait pu sortir une jambe. « Et où vas-tu » demanda-t-elle. Pas paniquée, mais vraiment pas sereine non plus. « Oh, du calme, dit Steve. Juste une seconde. » Il sortit, ferma la porte du camping-car et remonta dans le rider. « Mais qu'est-ce que t'es, toi? Un de ces types toujours prêts ?»« Pas spécialement. C'est seulement que je n'aimais pas l'idée de cette porte battant dans le vent, dit-il avant de la regarder d'un air pensif. C'est comme le volet d'une maison hantée. Ah bon, d'accord, dit-elle. Des hurlements résonnèrent au loin, au sud probablement, ou bien à l'est. Avec le vent, c'était difficile à dire, mais cette fois on aurait dit au moins une demi-douzaine de voix. Cette fois, on aurait dit une meute. Steve claqua la portière. « Bon, allons-y, dit-il en redémarrant. Faisons demi-tour et essayons de trouver la police. »